Tout de suite donc, comme je l'ai dit, notre retour sur l'actu. Un retour sur l'actu qui s'intitule aujourd'hui Les mémoires d'un policier patriote. Et pour en parler, nous recevons donc ce fameux policier patriote, j'ai nommé Bruno Attal. Bonjour Bruno. Bonjour. Merci à vous d'être au micro de Radio Courtoisie et du RC Mag pour nous parler de ce livre que je présente à nos auditeurs, Un flic à liquider. Il s'agit en fait de mémoire d'un flic. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez écrit ce livre ? Alors déjà, parce qu'on me l'a réclamé. Ensuite, parce que j'avais envie de raconter mon parcours qui est assez atypique dans la police nationale, parce que j'ai toujours été un rebelle dans la police nationale. Et j'explique donc pendant on va dire les 2 tiers de ce bouquin, toutes mes interventions de police, où j'ai dû faire face à l'administration. Moi, je voulais travailler dans l'intérêt général et non pas dans l'intérêt d'un ministre qui voulait que je falsifie des statistiques ou d'embêter plutôt celui qui n'a pas de ceinture, celui qui roule 1 kilomètre au-dessus de la limite autorisée. Moi, j'étais rentré dans la police pour interpeller des voyous, pour mettre à disposition de la justice, pour aider des victimes et non pas pour embêter le commun des mortels qui aurait fait une petite infraction. Donc voilà, donc, pendant les 2 tiers de ce bouquin, je parle des interventions et de tout mon parcours assez atypique, parce que j'ai fait à peu près tous les services, parce que je suis un réel passionné de ce métier. Et le dernier tiers, je parle de comment je me suis retrouvé dans les médias alors que j'avais rien demandé et de défendre mes convictions, celles de beaucoup de policiers, de la majorité des policiers, qui doit rester silencieuse. Sinon, ce qui arrive, c'est qu'on risque d'être révoqué comme moi. Même en tant que délégué syndical, on peut être révoqué, pardon, d'une administration, ce qui est assez fou. Et nous y reviendrons en fin de cet entretien, si vous le voulez bien. Et nous allons commencer par le début. Finalement, votre enfance a été relativement difficile parce que les circonstances l'étaient pour vous à ce moment-là. Malgré tout, vous avez choisi de toujours servir, c'est ce que vous expliquez dans votre livre. Et vous aviez 3 options. Parmi ces 3-là, vous avez choisi celle de policier parce que c'était celle qui vous permettait d'agir le plus rapidement. Est-ce que Oui, j'ai... oui, c'est ça. Je voulais faire, bon, je voulais être sportif de haut niveau parce que j'étais passionné de foot ou de tennis, mais bon, j'avais pas les compétences. Faut être, voilà, je joue pas à celui qui a eu une blessure. Je voulais être médecin parce que je trouvais que c'était aussi un beau métier que sauver des vies tous les jours. C'était un passe-temps assez agréable. Et finalement, bon, ma vie a fait qu'on pouvait pas faire d'études à la maison. On a été obligé de travailler assez tôt. Donc, je me suis orienté sur celle de policier qui était effectivement la plus rapide et la plus accessible, mais je regrette pas du tout. Si c'était à refaire même, et si j'avais eu ces 3 choix, j'aurais quand même pris policier parce que j'ai eu une vie juste de l'ordre de l'extraordinaire. Alors on pense que c'est de l'altruisme de vouloir aider les gens, mais non. Moi j'ai le syndrome du Saint-Bernard, c'est-à-dire que je prends du plaisir à aider les gens. Et donc c'est pas de l'altruisme, c'est pas c'est un mec génial, il veut aider les gens. Non, non, j'aide des gens quand j'étais policier parce que ça me fait du bien. Ça me fait du bien de rentrer après une nuit de travail éprouvant, d'avoir été sur un accident de voie publique avec des gens castrés, de leur avoir tenu la main, d'avoir été là pour eux, d'avoir réconforté des victimes, avoir redonné le sourire à des victimes, ou d'avoir mis hors d'état de nuire des crapules, des pourritures qui pourrissent la vie de nos concitoyens. C'est le plus beau métier du monde et ça, je persiste et je signe. Très bien, merci. Alors, les auditeurs pourront découvrir à travers ces mémoires, à travers ce livre, finalement, que vous avez travaillé dans à peu près toutes les, comment dit-on, structures, disciplines policières, Ouais, possibles et on dit, imaginables, on services. dit- voilà, on dit tous les services, sachant que dès que je m'ennuyais dans un service, en général, voilà, je voulais tout de suite apprendre autre chose, faire autre chose. La police nationale est une police très compartimentée, c'est pour ça que c'est l'une des meilleures du monde, puisque quand vous faites quelque chose, vous le faites à fond tout le temps. Par exemple, quand vous êtes à la brigade des stupes, c'est le même mode opératoire. C'est-à-dire qu'on a une information, nous on travaille beaucoup sur les overdoses mortelles, par exemple, Mhm. et donc c'est toujours le même mode opératoire. On arrivait, il y avait la victime, euh, et le but était de retrouver les dealers qui lui avaient vendu ce poison. Donc c'était tout le temps le même mode opératoire, donc des écoutes, des filatures, et ensuite des interpellations avec d'abord plusieurs acheteurs, puis le vendeur. Voilà, et donc, au bout d'un moment, vous êtes très professionnel dans votre métier parce que vous faites tout le temps la même chose et vous savez très bien le faire. Les auditions, c'est exactement là où on veut en arriver, Mhm. comment coincer le gars. Mais au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, vous ennuyez un peu parce que vous refaites tout le temps la même chose. Et donc, D'accord. moi, ça m'ennuyait. Dès que je m'ennuyais, boum, je sautais sur un autre service. On croisait un policier, un collègue. Ah, tu fais ça, c'est sympa, tiens.
C'est quoi ton boulot? Un jour, je rencontre un policier qui me dit: «Mon boulot, c'est de péter des portes tous les matins». Donc on va chercher des gens, recherchés, donc voilà, donc on se renseigne. Bah tiens, et là, toi, tu fais quoi comme boulot? Moi, je sais pas, je suis à la brigade accident, je suis à la brigade, des stupes, en bac, à la police aux frontières, pour police ferroviaire. Enfin, je fais énormément de choses parce que je suis un réel passionné de ce métier. D'accord. Et parmi tous ces services différents, y en a-t-il un qui vous a plus passionné que les autres? Ou est-ce que pour vous, ça a toujours été formidable et vous avez Ah aimé non, non. tout... Non? Ce que je dis dans le bouquin, c'est qu'il y a votre ego et ce que vous aimez faire. L'ego, quand vous êtes dans un dîner mondain, vous dites je suis policier à la brigade des stupes, à la brigade des mineurs, en bac ou en police judiciaire, les gens vous regardent avec beaucoup d'intérêt. Quand vous leur dites que vous êtes en brigade et vous faites le tout venant et vous êtes là sur les vols à l'arraché ou les violences intrafamiliales ou les contraventions, on va vous regarder avec un peu de dédain. Mais bizarrement, moi, le service que j'ai le plus préféré, c'est être sur la voie publique, à la radio et attendre le tout venant et être le premier sur les lieux et de gérer des situations où j'ai mis ma vie en danger dans tous les services, mais je pense que là où ça a été le plus dangereux, c'était être à Goussainville, à Gonesse, à Gare, Javilliers-le-Bel, et d'arriver sur des situations où vraiment c'était dangereux et vous avez une montée d'adrénaline et vous devez être bon. Vous ne devez pas vous rater parce que si vous ratez, vous risquez votre peau, vous risquez celle de vos collègues. Et puis si vous ratez, la justice vous ratera pas, les médias vous rateront pas. Donc voilà, en tout cas, le service que j'ai préféré, c'était celui d'un petit policier, un petit gardien de la paix, voilà, qui va sur les appels 17 des gens qui nous sollicitent. D'accord. Bon, bah écoutez, voilà, bah, ça répond à la question de nos auditeurs. Est-ce que vous auriez peut-être une ou deux anecdotes qui vous semblent les plus emblématiques de votre parcours de policier? La plus emblématique pour moi, c'est le service où j'ai fait que 10 mois parce que c'était insupportable. J'étais à Argenteuil, à la sûreté départementale du Val d'Oise, euh, à la brigade des mineurs victimes de violences sexuelles Mhm. voilà, ou mortelles. On faisait aussi les syndromes de l'enfant secoué, des choses comme ça. Et là, il faut tenir psychologiquement parce que vous vous retrouvez avec des face-à-face tendus avec des pédophiles ou avec des violeurs. Et il faut rentrer dans une sorte de jeu et de combat intellectuel pour essayer de lui faire cracher le morceau et lui dire qu'il est normal et qu'il puisse signer ce procès verbal parce que c'est son service, on a besoin d'un aveu, on n'a pas beaucoup de preuves tangibles, donc il faut faire avouer. Donc c'était psychologiquement difficile, je vomissais à peu près tous les soirs et un jour, le commandant m'a dit Bruno, t'es génial en audition, t'es un bon flic, mais c'est pas un service pour toi, t'es plus fait pour la voie publique. Et donc je suis parti au bout de 10 mois parce que c'était très compliqué de côtoyer des gens qui sont des malades et c'était vraiment insupportable. Ça, c'était voilà, le service que j'ai le moins aimé. Et je rends hommage surtout aux femmes policiers parce que c'était vraiment, il y a beaucoup de femmes dans ce genre de service et elles ont, elles arrivent à avoir un détachement assez fort avec les crimes sur lesquels on travaille. Et donc, voilà, je pourrais leur rendre hommage. Et sinon, les anecdotes, oui, comme je vous dis, ce sont les interpellations sur voie publique qui sont devenues de plus en plus difficiles. Non pas que les voyous sont devenus plus difficiles, c'est que aujourd'hui on a une vraie pression, non pas du voyou. Le voyou, voilà, on est entré dans la police pour, on est les adversaires des voyous. Moi, je veux pas être le copain des voyous, hein, c'est pour ça. Je dis souvent, je suis policier, je suis leur adversaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous interpellez, vous devez plus faire attention à votre intégrité physique à vous, mais à celle du voyou, parce que si vous blessez trop, c'est vous qui risquez d'aller en prison. Et voilà, c'est devenu très, 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 très difficile. D'accord. Du coup, au terme de tous ces différents passages dans tous ces services de police, vous avez fini par vous lancer dans une carrière également de délégué syndical, c'est-à-dire que vous avez choisi de protéger vos collègues. Qu'est-ce qui vous a mené à ce choix? Ah, je voulais surtout pas être délégué syndical, hein. Pour moi, les syndicats, c'est la grande réforme qu'on devrait faire en France, dans tous les milieux d'ailleurs, hein, privés ou publics, où le syndicalisme est une supercherie. Ce sont des gens qui défendent que leurs intérêts et certainement pas celles des petites gens, qui font surtout de la politique et qui essaient de placer leurs copains. Donc, quand un syndicat de police est venu me voir parce que j'avais débunké l'affaire Zecler, et il m'a dit, nous, on est différents, on va pas faire comme les autres. Les autres qui ont essayé de m'acheter, hein, aujourd'hui, je devrais être major de police, passer à la télé et faire le beau sur le plateau télé. J'ai refusé d'avoir le grade le plus haut. J'ai refusé tous les grades.
J'ai dit, si je deviens délégué syndical, voilà, je prendrai aucun grade. Parce que vous savez, quand vous êtes délégué syndical, vous avez une marche, une voie royale, on appelle ça. C'est-à-dire que vous avez tous les grades avant tout le monde. Donc j'ai refusé tout ça et bon, ça m'a porté préjudice parce qu'après, je me suis retrouvé face à un ministre de l'Intérieur et face à des syndicats qui sont très puissants et qui ont essayé de me faire taire. Parce que le but d'être délégué syndical, c'était de raconter ce qui se passe, l'envers du décor, et ça ne plaisait pas à tout le monde quand j'étais délégué syndical. Oui, parce qu'en fait, vous, les auditeurs de Radio Courtoisie doivent déjà le savoir pour certains, et ceux qui l'ignoreraient encore, vous avez été, en tant que délégué syndical, très présent dans les médias, notamment TPMP, l'émission de Cyril Hanouna, que nous avons pu découvrir de manière plus charmante que celle que j'imaginais d'ailleurs dernièrement, enfin ces dernières années, notamment pendant l'épisode Covid et pendant l'épisode des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes d'ailleurs qui, comment dire, ont été des concitoyens pour lesquels vous avez eu une certaine tendresse. Oui, 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 je devais être le seul délégué syndical qui parlait des gilets jaunes. Alors des vrais gilets jaunes, hein, je ne parle pas des racailles et d'extrême gauche, hein, qui mettaient un gilet jaune et qui caillassaient la police. Je vous parle des vrais gilets jaunes, le papy-mamie, qui ont du mal à faire leur plein, les travailleurs pauvres qui sont sur des ronds-points, qui offraient le café aux policiers. Et je disais tout le temps qu'un policier, c'est un gilet jaune. Un policier, c'est une personne qui aussi a du mal à joindre les deux bouts, qui vit en général en HLM, dans les périphéries des grandes villes. Et donc, un policier, c'est un gilet jaune. Et c'est vrai que c'est un discours qu'il fallait surtout pas entendre parce que le pouvoir en place avait très peur que les policiers se déclarent de vrais gilets jaunes. Donc voilà, moi j'ai surtout dénoncé les faux gilets jaunes ou les black blocs que l'administration policière laissait entrer dans les manifestations pour essayer d'éteindre ce mouvement. C'est ce qui est arrivé. Les gilets jaunes, les vrais gilets jaunes sont partis et c'est l'extrême gauche qui a repris les gilets jaunes, Le mouvement. ce mouvement, tout à fait, tout à fait. Et après, bien écoutez, vous vous êtes plus ou moins lancé dans la politique. Vous avez fait une tentative avec, vous avez cru en Éric Zemmour, et donc vous avez été son conseiller, je crois, policier, affaires police ou Et police-justice. Non, non, c'était police une très justice. belle aventure. Moi, M. Éric Zemmour, voilà, je toujours dit que j'étais un grand fan. C'est une personne qui ne vous laisse jamais indifférente quand vous la rencontrez. Quand on m'a demandé de travailler sur son programme présidentiel, j'ai été d'abord flatté qu'on pense à moi. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'idées, les mêmes idées qu'Éric Zemmour sur pas mal de plans, d'autres moins. Donc voilà, donc après, quand les points de divergence deviennent trop importants, il faut savoir partir et respecter Éric Zemmour. Donc j'ai préféré partir parce que je respectais trop Éric Zemmour. Je ne voulais pas un poste. Voilà, je voulais juste aider. Et c'était une super aventure. Alors j'ai été même candidat à Vénissieux. Donc quand on part à Vénissieux pour Reconquête, c'était pas pour gagner, mais c'était voilà, pour que mes idées se retrouvent dans les médias. Et j'en étais vraiment très, très fier. Très fier. Bah, Et je le écoutez, suis. et vous l'êtes toujours, effectivement. Et puis, bah, pour plus ou moins terminer, ce qui vous a achevé, c'est l'affaire Naël, en fait. Ah non, ça ne m'a pas achevé, justement. Vous savez, moi, Enfin, je veux dire, ce qui vous a apporté un coup important, dirais-je. bizarrement, non, parce que j'ai été révoqué de la police nationale, non pas pour l'affaire Naël, hein, c'est ce qui est écrit dans le bouquin, c'est ce que j'ai bien précisé, c'est que M. Darmanin a joué sur l'affaire Naël, m'a accusé d'un truc que je n'avais pas fait. Donc, Mhm. j'attaque monsieur Darmanin à la Haute Cour de justice de la République pour complicité de violation du secret professionnel et d'autres infractions. Donc voilà, donc il a pris il fallait donner un gage à l'extrême gauche et donc il a fait révoquer Bruno Attal qui était délégué syndical, Mhm. deuxième numéro 2 d'un syndicat de police, hein, France Police, policiers en colère. Et il fait révoquer un délégué syndical, non pas par rapport à l'affaire Naël, hein, mais parce que j'avais critiqué M. Dupond-Moretti, M. Macron. Donc voilà, le procès aura lieu certainement l'année prochaine. J'espère être réintégré. Moi, je crois à la justice de mon pays et on ne peut pas révoquer un délégué syndical parce qu'il est un opposant au pouvoir en place. Bien sûr. Mais ce que j'entendais par là, si vous voulez, c'est que l'affaire Naël avait été un déclencheur, enfin le prétexte, le tweet, Oui, tout à ce fait. fameux tweet de votre ancien syndicat, parce que vous n'êtes plus à France Police. Non, vous ne pouvez pas être délégué syndical si vous êtes plus policier. Donc, moi, maintenant, je travaille avec Touche pas à mon flic, l'ASSO. On a énormément de travail avec cette association-là parce qu'on doit aider les policiers qui sont dans la mouise, les policiers victimes aussi de racisme. Hein. Moi, j'en parle pas assez, mais beaucoup de policiers sont victimes de racisme. C'est-à-dire quand vous avez nos collègues qui sont insultés, nos collègues d'origine africaine, nord-africaine, qui sont insultés
comment, de bounty ou ou de vendus parce que ce sont des policiers. Ben voilà, Mmh. ces policiers-là, il faut les défendre et l'association Touche pas à mon flic le fait. Euh, on édite aussi, le bouquin a été édité par l'association, donc voilà, on sollicite beaucoup de policiers pour écrire des bouquins et nous on va les publier, voilà. Donc voilà, c'est tout un travail, touche pas à mon flic, qui me prend ouais, 16 heures par jour, 7 jours sur 7, mais c'est pour la bonne Mais cause. c'est pour la bonne cause, ça montre votre vocation à toujours vouloir servir. Et donc, je rappelle à nos auditeurs le titre de votre ouvrage, Un flic à liquider, donc de Bruno Attal, aux éditions Touche pas à mon flic, avec une préface de Jean Messia, que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent bien pour être un chroniqueur désormais régulier dans notre matinale Ligne droite. Et tiens d'ailleurs, pour terminer en une minute, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez rencontré Jean Messia et ce qui l'a mené à préfacer votre livre? Alors Jean Messia, c'est devenu un ami puisqu'on a beaucoup de points communs. Je le rencontre sur le plateau de TPMP, justement dans les coulisses avant de rentrer sur le plateau. Et voilà, quoi, il y a un truc qui se passe, on se serre la main. Bon, bah, nous, à l'époque, on avait tout le monde contre nous, donc du coup, on nous regardait, voilà. Et donc, C'est sûr que ça euh, rapproche du coup. voilà, ça rapproche d'avoir 25 ennemis contre vous. Et puis, on aime bien le cigare tous les deux. Et puis, on a un humour assez féroce tous les deux. Et voilà, on a aussi des sujets où on n'est pas d'accord. Et nous, on adore pas être d'accord dans notre camp. Je pense que c'est une bonne fin. Avant, moi, j'ai connu la France où on aimait pas être d'accord. On aimait avoir des points de divergence. Et c'est pas pour ça qu'on n'était pas des amis. Jean Messia est un ami. Je le remercie pour la préface. Et, euh, et voilà, le cigare, les vacances, voilà, les restos, enfin voilà, tout ce qui fait la France. Et Jean Messia est un très bon exemple. Oui, l'amour de la France, oui, parce que d'ailleurs vous précisez dans votre livre que vous avez fait votre alia et que Ouais. finalement vous vous êtes rendu compte que votre cœur n'était pas en Israël, mais il était bien en France, et c'est pour ça que vous êtes revenu et que vous êtes. Parce que je suis français, parce que je pense que quand vous êtes français et que vous avez goûté à la France, vous ne pouvez pas aimer un autre pays que la France. Vous pouvez, moi j'adore Israël parce que c'est un pays qui est tout le temps attaqué et qui est minuscule. Et donc voilà, mais moi je peux vivre qu'à la française. J'ai voyagé dans le monde entier. Je peux vous dire que la France, c'est bien le plus beau pays du monde. Et il faut aller ailleurs pour s'en rendre compte. Et moi, je suis parti ailleurs pour m'en rendre compte. Et je peux vous dire que la France, c'est mon pays, que j'aime par-dessus tout. Et je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour mon pays. Bah, comme vous l'avez toujours fait, comme vous le faites effectivement, et comme vous le ferez jusqu'à la fin. Merci à vous, Bruno Attal. À très bientôt au micro du RC Mag en particulier et à celui de Radio Courtoisie en général dans une prochaine émission. Je rappelle encore une fois le titre de votre ouvrage, Un flic à liquider, donc de Bruno Attal aux éditions Touche pas à mon flic, avec une préface de Jean Messia. Merci à vous, chers auditeurs. Merci à vous, Bruno Attal. À très bientôt. Merci à vous, chers auditeurs. Surtout, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous et vos dons, tous vos dons sont déductibles aux 2/3 si vous êtes assujetti à l'impôt sur le revenu. À mercredi prochain pour un nouveau RC Mag.